Bonjour, bienvenue à cette formation relative à l'optimisation de l'exposition des patients au bloc opératoire. Mon nom est Charles Quirins, je suis votre physicien au centre hospitalier de Versailles et vous pouvez me contacter au poste 94 70. Durant cette formation, nous allons décrire l'appareil utilisé au bloc opératoire, les indicateurs d'exposition patient, les commandes permettant de réduire l'exposition patient, les données devant figurer dans le compte rendu, les niveaux de référence par type d'intervention, les recommandations pour diminuer l'exposition des patients, la procédure en cas de dépassement du niveau de référence ou du seuil d'alerte, des éléments de radiobiologie et, enfin, nous allons conclure. L'utilisation des appareils au bloc opératoire utilise des rayonnements X qui vont traverser le patient afin de générer une image sur le détecteur. 95% du rayonnement émis est absorbé par le patient, seuls 5% environ parviennent au détecteur afin de générer une image qui est une ombre du rayonnement atténué par le patient. Les 95% absorbés par le patient sont appelés la dose. L'appareil est composé d'un tube à rayon X, ici présent en bas sur votre image, composé d'un tube avec un filtre à la sortie et un collimateur permettant de réduire le champ de rayonnement. De l'autre côté de l'appareil, vous pouvez trouver un récepteur sur les anciens appareils qui est composé d'un amplificateur de brillance, sur les nouveaux appareils composé d'un capteur plan. Le capteur plan étant composé de semi-conducteurs. Sur les anciens appareils, vous avez donc une grille, un intensificateur d'image, un amplificateur de brillance derrière, une optique et une caméra pour une caméra vidéo pour récolter les photons. Le tout est alimenté par un générateur de haute tension. Les indicateurs d'exposition patient sont décrits sur cette diapositive. L'indicateur de dose le plus utilisé en radiologie est le PDS pour produit dose surface. Il est indiqué ici avec comme unité les centigrés centimètres carrés, c'est-à-dire que c'est une dose en grès ou en centigrés multipliée par la surface en centimètres carrés ici. Il traduit la dose multipliée par la surface et est donc indépendant de la position dans le faisceau. Comme indicateur de dose, on utilise aussi la dose dans l'air au point de référence, ici indiqué en milligrés, qui va être pour chaque appareil donné à un point de référence spécifique à l'appareil. Il est souvent indiqué 15 cm en amont de l'isocentre, au cas où il puisse traduire la même chose que la dose à l'entrée au patient. Donc cette dose dans l'air au point de référence est indiquée DR, elle est parfois indiquée KR pour kerma dans l'air, lorsque la dose et le kerma, c'est-à-dire que l'énergie cinétique déposée, sont identiques, ce qui est le cas en radiologie. On peut retrouver sur les appareils de radiologie indifféremment l'indication kerma dans l'air, KR, ou DR pour dose dans l'air. Ce que l'on va essayer de calculer, ce peut être la dose à l'entrée dans l'air, indiquée en milligrés, ou la dose à la peau. Ce qui distingue les deux, c'est que la dose à l'entrée dans l'air, comme son nom l'indique, ne prend pas en compte, ne tient pas compte du rétrodiffusé qu'aurait pu émettre un patient. Donc la dose à l'entrée est la dose à un point dans le faisceau, sans tenir compte d'un éventuel rétrodiffusé d'un diffuseur, fantôme ou patient. La dose à la peau, elle, prend en compte la dose à l'entrée, plus le rétrodiffusé qui contribue à cette dose à la peau. Ce qui va nous intéresser aussi, et qui va être intéressant à calculer, mais plus compliqué, c'est de trouver la dose à l'organe, aussi indiquée en milligrés ou en grès, qui va donc représenter la dose moyenne dans un organe du patient. On retrouve donc
différents indicateurs, différentes notions de dose lorsque l'on va parler de dose patient en radiologie, allant du PDS, qui est uniquement un indicateur et n'est pas la dose reçue par le patient, mais un indicateur de ce qui est émis par l'appareil, la dose dans l'air, la dose à l'entrée, la dose à la peau et la dose à l'organe. Sur l'écran de l'appareil, on retrouve des informations dosimétriques. En l'occurrence, depuis 2004, il est obligatoire sur l'appareil de voir représenter l'indicateur de dose en radiologie qui est le PDS. Il peut être indiqué en centigrés centimètre carré, en grès centimètre carré ou même en milligrés centimètre carré. Sur l'appareil Siemens, il est ici indiqué en centigrés centimètre carré à gauche sur l'écran de gauche. Sur l'appareil General Electric, on va retrouver le kerma dans l'air cumulé sur l'intervention, et le produit dose surface, c'est celui-ci qui va nous intéresser et qui va être potentiellement retranscrit dans le compte-rendu. Vous le trouvez ici, sur l'écran de gauche également, en grès centimètre carré en bas de l'écran. Les informations dosimétriques devant figurer dans le compte-rendu d'acte. Toute exposition d'un patient à des rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire l'objet d'un compte-rendu, et dans ce compte-rendu doivent apparaître les informations dosimétriques permettant de retrouver l'exposition du patient. Dans l'arrêté du 22 septembre 2006, il est indiqué les informations devant figurer dans tout compte-rendu d'acte d'exposition au rayonnement ionisant. On doit retrouver l'appareil utilisé, l'identification du patient, l'identification du médecin réalisateur de l'acte, la personne, le médecin, qui a choisi de délivrer les rayonnements ionisants au patient, la date de réalisation de l'acte, la justification de l'acte et la procédure réalisée, et une estimation de la dose ou l'indicateur de dose. En l'occurrence, en radiologie interventionnelle au bloc opératoire, il s'agit du produit dose surface. On retrouve à l'article 3, pour les actes de radiologie diagnostique ou interventionnelle exposant la tête, le cou, le thorax, l'abdomen ou le pelvis, quel que soit le mode utilisé, radiographie ou radioscopie, l'information utile prévue à l'article 1 du présent arrêté est le produit dose surface pour les appareils qui disposent de l'information. On doit donc retrouver dans le compte-rendu le mode, radioscopie, l'appareil, soit un Siemens Arcadis, soit un GOEC-1 pour le centre hospitalier de Versailles. Idéalement, le numéro de série permettant d'identifier l'appareil et le produit dose surface avec la valeur et l'unité correspondante. Les niveaux de référence locaux au bloc opératoire ont été définis à partir des pratiques des dernières années. C'est une exploitation statistique des données qui nous a permis d'établir ces niveaux de référence locaux. Le niveau de référence est un objectif de dose qu'il faut essayer de ne pas dépasser. C'est un acte d'optimisation, ce n'est en rien une limite. Nous avons aussi obligation de définir un seuil d'alerte, qui est une exposition pour laquelle un effet déterministe, potentiellement une nécrose, est susceptible de survenir. Vous vous trouverez donc dans ce tableau la liste des examens les plus courants pouvant être réalisés, un niveau de référence indiqué en PDS, donc en produit dose surface totale, correspondant aux pratiques usuelles de l'établissement, et donc un objectif de dose qu'il faut essayer de ne pas dépasser. Mais vous trouverez aussi à la fin un seuil d'alerte indiquant une valeur d'exposition pouvant induire un effet déterministe pour le patient. Vous retrouvez donc ici les examens d'orthopédie avec les interventions concernant la main, le poignet et l'avant-bras, avec un niveau de référence qui devrait être inférieur à 10 centigrés centimètre carré, donc une intervention dans des conditions normales sur un patient standard, devrait conduire à une exposition à un indicateur de dose patient inférieur à cette valeur de 10 centigrés centimètre carré. Pour une intervention relative au genou, à la cheville, au pied, à la jambe, on doit être en mesure d'atteindre une exposition avec un indicateur, un PDS, inférieur à 20 centigrés centimètre carré
pour une épaule, un numérus, une clavicule inférieure à 70 cm², et pour un clou gamma, une intervention plus lourde en termes d'exposition, à 200 cm². En urologie, les actes concernant le bassin vont induire une exposition plus importante globalement, où on retrouve pour les sondes J ou JJ, globalement, un niveau de référence de 200 cm². En viscéral digestif, pour les cholécystectomies, les CPRE et les drainages parvobiliaires, des valeurs respectives de 200, 1100 et 1300 cm². Pour les poses de PAC, les poses de pacemaker, on retrouve des valeurs de 30 cm² et de 8 à 33 cm² pour les pacemakers. Ces valeurs sont des valeurs locales. Elles sont amenées à évoluer avec le temps. Notre devoir est de pouvoir les faire diminuer ou au moins se stabiliser dans le temps. On peut retrouver dans les seuils d'alerte les valeurs de 50 000 cm² en PDS ou de 60 minutes de scopie, c'est-à-dire un temps indiqué d'exposition du patient. Ces valeurs sont issues du guide de la Haute Autorité de Santé relatif à l'amélioration pour le suivi des patients en radiologie interventionnelle et actes radio guidés du 21 mai 2014. Les commandes permettant de réduire l'exposition des patients. Les commandes disponibles sur l'appareil permettant de réduire l'exposition des patients sont principalement la radioscopie pulsée et le mode faible dose. Nous allons favoriser la radioscopie pulsée car elle va permettre de réduire l'exposition du patient sans réduire la qualité d'image. En effet, l'exposition, le tir de rayonnement X, sera cadencé et permettra de réduire l'exposition. À l'inverse de la radioscopie pulsée, de la radioscopie continue, qui elle délivre des rayonnements en continu, de la radiographie numérisée, qui elle délivre de façon succincte mais forte un rayonnement important. C'est celle qui est utilisée pour les radiographies en salle de radiologie. Elle est indiquée DR pour Digital Radiography ou RN pour radiographie numérisée en français. La cartographie artérielle, le roadmap, ou la soustraction, qui dans les deux cas utilise un système de soustraction d'une image de masque, ou le mode ciné numérique qui permet d'enregistrer directement de l'image. On va donc favoriser l'utilisation de la scopie pulsée qui pourra être enregistrée également. La scopie pulsée offre le meilleur rapport qualité-image par rapport à la dose délivrée. L'affichage au pupitre de commande de l'Arceau Siemens. On retrouve sur l'appareil la tension en kilovolts, le courant en milliampères et le temps en minutes. On retrouve différentes autres touches qui vont permettre de paramétrer l'acquisition. Les modes qui permettent de réduire la dose, on vient d'en parler. Le principal, c'est le mode scopie pulsée. Il permet de réduire la dose patient en envoyant les rayonnements X par pulse répété et non en continu. Il est donc nécessaire, si ce n'est pas déjà automatique lorsque vous allumez l'appareil, d'appuyer sur cette touche avec l'œil et les différents créneaux permettant d'indiquer lorsque le point est rouge que vous êtes bien en mode scopie pulsée. À défaut, vous pouvez utiliser le mode simple automatique qui est un mode de scopie continue qui va paramétrer automatiquement l'acquisition. Pour bien utiliser le mode radioscopie pulsée, il est important d'utiliser la pédale ici de gauche avec l'interrupteur de gauche de rayon X qui lance la radioscopie pulsée, c'est-à-dire le mode option de l'appareil. Lorsque vous utilisez la pédale de droite, vous êtes forcément dans le mode de secours qui est le mode de scopie continue. Afin de réduire l'exposition, vous pouvez utiliser également les diaphragmes. Vous retrouvez ici sur cette icône circulaire la modélisation de la fermeture des diaphragmes avec la touche de gauche, c'est ça qui est important, et l'ouverture avec la touche de droite. Cette fermeture des diaphragmes est très importante pour deux raisons. Elle permet de réduire l'exposition des patients qui serait inutile, puisqu'elle concernerait un champ que vous ne regarderiez pas. Et elle permet aussi à l'appareil de
mettre en place son système automatique sur la zone qui vous intéresse. Plus vous réduisez le champ sur la zone d'intérêt, plus les paramètres vont être adaptés à cette zone. A l'inverse, il n'est pas recommandé d'utiliser les modes qui augmentent la dose patient. Néanmoins, vous êtes libre de les utiliser de façon ponctuelle pour améliorer la qualité d'image dans certains cas. C'est en effet le cas du mode graphie, à utiliser très rarement, uniquement en fin d'intervention. C'est un mode qui augmente énormément la dose, qui permet de faire un cliché unique, donc à ne pas répéter, avec des paramètres plus élevés que la scopie afin d'avoir moins de bruit dans l'image. Vous pouvez utiliser la touche milliampère augmentée, correspondant à la radioscopie haute intensité, aussi appelée RHI. L'interrupteur droit de rayon X lance la RHI. Cela réduit le bruit de l'image, mais augmente le courant et délivre une dose plus forte qu'en mode normal. Attention, ça n'est intéressant que si vous voulez diminuer le bruit. Ça ne permettra pas de traverser mieux un patient d'une corpulence élevée ou un matériau d'une densité élevée. Dans tous les cas, ce mode va délivrer une dose plus forte qu'en mode normal. L'exposition du patient peut être très rapidement très élevée et c'est toujours dans cette utilisation que l'on a le risque d'arriver à une radiodermite. La RHI ne doit pas être utilisée pour l'imagerie générale, elle doit être utilisée uniquement de façon exceptionnelle. Enfin, vous pouvez diminuer la taille de la focale. Attention, ce n'est pas la diminution du diaphragme, c'est la diminution de la taille de la focale. La focale par défaut sur vos appareils est de 23 cm sur les amplificateurs de brillance et elle est spécifique à la taille du capteur plan sur les nouveaux appareils. Avec une focale plus petite, vous concentrez le faisceau sur une zone plus petite, de 15 cm ou de 11 cm par exemple. En concentrant ce faisceau de rayon X sur une zone plus petite, votre qualité d'image est augmentée, la résolution spatiale est améliorée, le contraste est amélioré, mais la dose à la peau du patient est augmentée. À utiliser donc pour améliorer la qualité d'image, mais de façon ponctuelle. Sur l'appareil général électrique, les modes qui permettent de réduire la dose sont à nouveau le mode de scopie continue, scopie pulsée, et le mode faible dose. Donc pour configurer le mode d'imagerie, vous pouvez appuyer sur la mode de barre d'état du mode d'exposition en 1 en bas à gauche de votre écran et choisir la touche scopie pulsée. Vous pouvez choisir et sélectionner la fréquence d'impulsion. Plus votre fréquence d'impulsion est basse, plus votre exposition du patient sera faible. Si votre patient est immobile, par exemple en orthopédie, la fréquence la plus basse est à privilégier. Si vous avez besoin de visualiser le déplacement d'un produit de contraste, ou si vous êtes à proximité d'un organe mobile tel que le cœur, vous êtes susceptible d'utiliser une scopie pulsée avec une fréquence plus élevée. Inutile de dépasser 24 images par seconde ou 24 pulses par seconde, votre œil n'est pas en mesure de toute façon de voir une cadence plus élevée. Lorsque vous êtes uniquement sur un mode où vous recherchez la position, vous n'êtes pas en train de tracer la performance finale de votre examen, vous essayez juste d'être en bonne position, il vous est conseillé d'utiliser le mode faible dose. Grâce à ce mode, vous réduisez énormément l'exposition du patient et vous visualisez malgré tout très bien votre position dans le patient. Que faire en cas de dépassement de l'exposition ? Si vous dépassez le niveau de référence, c'est tout à fait possible. Il est juste nécessaire de justifier et d'étudier la cause du dépassement, la durée de la procédure, la morphologie du patient, sa taille, mais peut-être aussi des mauvais paramétrages. Il est important de justifier et de trouver pourquoi, pour cet examen-là, le niveau de référence local a été dépassé. Le cas échéant, il faut proposer une procédure d'optimisation pour les actes suivants. Si vous avez dépassé le niveau d'alerte, les conditions ne sont plus les mêmes. Là, il est nécessaire de prévenir votre physicien pour qu'il analyse le relevé dosimétrique et calcule la dose à la peau du patient. Si votre dose à la peau est susceptible d'être supérieure à 2 degrés, l'émission d'un événement indésirable pourra être rédigée et potentiellement un événement significatif de radioprotection si une radiodermite pour le patient est susceptible de survenir.
Pour vous et pour le suivi clinique du patient, il sera nécessaire de mettre en place une surveillance clinique lors des consultations pour surveiller la zone d'irradiation et vérifier si un effet déterministe se manifeste. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger le manuel complet d'utilisation de l'appareil General Electric OEC One CFD. Vous trouverez sur cette diapositive les liens pour pouvoir les retrouver. Vous pouvez également les demander à votre physicien et consulter la plateforme GE Cares sur laquelle vous retrouverez, grâce à votre numéro de système, les informations pour l'utilisation de l'appareil. La radiopathologie de la peau et des yeux. Des doses d'irradiation aiguës délivrées au tissu lors d'une procédure unique ou lors de procédures rapprochées peuvent causer un érythème à degrés, communément appelé radiodermite, une cataracte est susceptible de survenir à partir de degrés, des opacités sont détectables, une dépilation permanente à 7 degrés, des nécroses cutanées à 12 degrés. Une exposition prolongée des yeux subie par les opérateurs en radiologie interventionnelle peut entraîner une cataracte à 4 degrés si la dose est reçue en moins de 3 mois et 5,5 degrés sur une période dépassant 3 mois. Ces valeurs ne sont jamais censées survenir sur un patient en radiologie interventionnelle. Les appareils utilisés, les modes de radioscopie pulsée et faible dose permettent d'atteindre des valeurs actuellement extrêmement inférieures à ces expositions. Il n'y a donc aucune raison, dans des conditions normales, pour qu'un patient reçoive ce type d'exposition. Les quelques diapositives qui suivent sont à retenir car elles concernent les 10 points principaux à retenir pour l'optimisation de l'exposition des patients en radiologie interventionnelle, en l'occurrence au bloc opératoire. Ces recommandations indiquent comment diminuer l'exposition des patients en radiologie interventionnelle. Le point principal, c'est la distance entre le tube à rayon X et le patient. Il est nécessaire d'augmenter la distance entre le tube à rayon X et le patient. La première raison indiquée ici, c'est l'exposition du patient. Mais il est important de comprendre que c'est aussi important pour la qualité d'image. Si votre patient est trop près du tube à rayon X, non seulement son exposition sera beaucoup plus importante, mais en plus, vous aurez un agrandissement de l'image sur votre détecteur et une déformation de l'image, puisque s'il est trop près de la source, la propagation sous 4π du rayonnement vous donnera une déformation légère de la projection reçue sur le récepteur. La deuxième recommandation est de diminuer la distance entre le patient et le récepteur d'image. Plus le récepteur, le capteur de rayonnement X, se rapproche du patient, plus votre qualité d'image sera bonne et moins le tube à rayon X aura besoin de tirer de rayonnement pour obtenir une bonne qualité d'image. La troisième recommandation est de diminuer le temps de fluoroscopie. Évidemment, l'exposition du patient est proportionnelle au temps de fluoroscopie utilisé. Gardez les informations du temps de scopie de chaque patient et soyez vigilants lors des interventions longues sur ce temps de scopie. La quatrième, on vient d'en parler, c'est l'utilisation de la scopie pulsée avec le nombre d'images par seconde le plus bas permettant d'obtenir une qualité d'image acceptable. Ça reste le point le plus important pour obtenir la meilleure exposition pour le patient. La cinquième recommandation est d'éviter d'exposer la même région de peau à l'aide de différentes incidences. Si vous intervenez sur une intervention très longue et que la même région du patient est toujours irradiée, il y a un risque d'induire une radiodermite si vous arrivez à des valeurs importantes d'exposition. Dans ce cas, le simple fait de varier le point d'entrée du faisceau par rotation du tube autour du patient vous permet d'avoir une autre incidence et de limiter l'exposition par unité de surface du patient, et donc de limiter ce risque d'apparition d'une radiodermite. La sixième recommandation est de diminuer le plus possible l'épaisseur des tissus à traverser. Bien sûr, ça n'est pas toujours évident,
Mais il faut savoir que plus l'épaisseur des tissus à traverser est importante, plus la dose à l'entrée est grande. Ainsi, pour une intervention avec le patient en décubitus dorsal, l'exposition en postéro-antérieur va représenter une exposition du patient très inférieure à l'exposition en profil. C'est ce que vous retrouvez dans la recommandation 7, où on vous indique que les projections obliques augmentent la dose à l'entrée. Une dose à l'entrée augmente le risque de nécrose à la peau. Une haute dose à l'entrée augmente le risque de nécrose à la peau. La 8e recommandation est d'éviter d'utiliser les forts grossissements, la diminution de focale. La diminution de focale, c'est concentrer le faisceau sur une petite zone. Attention à ne pas confondre avec les diaphragmes que l'on verra plus tard. Donc quand vous utilisez la touche de concentration de faisceau, de diminution de focale, votre dose relative augmente énormément. Vous voyez ici pour un champ de 32 cm, avec une focale établie sur 32 cm. Vous avez une dose relative à 100, normalisée à 100. Si vous descendez en focalisant, en concentrant votre faisceau, vous pouvez atteindre 7 fois plus d'exposition relative. À ne pas confondre avec les diaphragmes. En position 9, la recommandation est de diminuer le nombre de prises et leur durée à des niveaux acceptables. Limiter l'utilisation des rayonnements X à ce qui est utile, nécessaire. Dès que possible, vous pouvez utiliser la dernière image enregistrée et non pas la scopie. Avec la dernière image enregistrée qui s'affiche quand vous lancez une acquisition avec la pédale de radioscopie, vous avez en général beaucoup d'informations sans forcément rappuyer sur la pédale qui vous referait une exposition sur un temps. La 10e et non la moins importante recommandation est de limiter l'ouverture des diaphragmes à la région d'intérêt. En pratique, ce qu'il faut retenir de cette formation, c'est que vous devez privilégier toujours le mode scopie pulsée et le mode faible dose, aussi appelé low dose. Il est nécessaire d'analyser et d'adapter les programmes d'acquisition à votre pratique. Travaillez autant que possible avec la cadence d'image la plus faible possible. Placez le tube le plus loin possible du patient. Travaillez toujours avec le détecteur le plus proche possible du patient. En pratique, vous pouvez configurer l'image en scopie pulsée en appuyant sur la touche de scopie pulsée. Vous pouvez utiliser le mode scopie pulsée en appuyant sur cette touche. Différentes cadences sont disponibles, 1 pulse par seconde, 2 pulses par seconde, 4 pulses par seconde, 8 pulses par seconde. Une fois sélectionné, le mode et la cadence s'affichent en bas à gauche. Faible dose. Pour activer le mode faible dose, appuyez sur cette icône. Le mode faible dose est activé lorsque le voyant vert est allumé. En conclusion, il est recommandé de diminuer l'exposition des patients le plus possible. Utilisez préférentiellement la scopie pulsée et les modes low dose. Notez la dose, c'est-à-dire l'indicateur de dose, dans le compte-rendu, en indiquant toujours PDS égale la valeur et l'unité, généralement des centigrés centimètres carrés. Ne dépassez pas le niveau de référence, sinon justifiez la raison qui vous a amené à dépasser ce niveau de référence. En cas de dépassement, en particulier du seuil d'alerte, prévenez le physicien au 94 70. Seuls les médecins peuvent utiliser l'appareil de radiologie et ils doivent pour cela avoir suivi une formation à la radioprotection des patients. Vous retrouverez les références en bas de cette diapositive. Pour n'importe quelle question relative à la radiophysique et à la radioprotection des patients, n'hésitez pas à contacter votre physicien, Charles Quirins, au Centre hospitalier de Versailles. Vous pouvez me joindre au 94 70
ou à l'adresse mail cequirins@ght78sud.fr. Merci beaucoup, à très bientôt.